Et Visio LCS. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous Alexandre Mellet, assistant en consultation de contactologie au pôle d'ophtalmologie du Palais Gallien à Bordeaux. Et donc, je vais laisser la parole à Alexandre dès maintenant, qui va vous présenter comment reprendre l'activité contactologie post-Covid-19. Comme vous avez pu l'entendre, il y a pas mal de micros d'ouverts. Je vais désactiver tous les micros. Vous avez une possibilité de chat pour poser vos questions. Benoît Pelatan est ce soir modérateur de la session. Il relaiera toutes vos questions afin que Alexandre puisse y répondre. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Je désactive les micros maintenant. Merci à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être connectés en nombre. Vous êtes, j'imagine, nombreux à vous poser la question de reprendre l'activité contactologie, ou du moins les adaptations lentilles suite au déconfinement, et si oui, sous quelle forme. Comment le mettre en place en cabinet d'ophtalmologie, comment suivre en magasin d'optique si vous êtes opticien. C'est tout l'intérêt du webinaire de ce soir, comment reprendre l'activité contactologie post-Covid-19. Beaucoup d'informations au sujet du coronavirus ont été diffusées par l'intermédiaire de tout un tas de médias et autres canaux de diffusion, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment durant ces dernières semaines. C'est pour ça que je vous propose de faire un rapide point sur la pandémie qui a bouleversé nos habitudes, ce qu'est le coronavirus et quel est son moyen de transmission, et de dissocier les vraies infos prouvées par des études scientifiques basées sur des faits et des preuves, et de l'autre côté, les fake news qui ont été relayées. Puis on va s'arrêter un peu plus longuement sur l'organisation préalable à la reprise de la contactologie et la reprise de la contactologie de manière pratico-pratique, et comment communiquer auprès de vos porteurs pour les rassurer et maintenir la contactologie au sein de votre cabinet ou de votre magasin. On va passer à la diapo suivante. Hop. Alors, c'est celle encore après, Dimitri. Ça, c'était le sommaire. Donc, pour faire un petit point sur la pandémie qui a bouleversé nos habitudes, quelques mois après l'émergence du tout premier cas en novembre 2019 à Wuhan, en Chine, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré que la propagation rapide des cas de Covid-19 représentait une pandémie, ce qui a été déclaré le 11 mars 2020. Dès lors, des règles d'hygiène drastiques ont commencé à être instaurées et suivies par de nombreux pays dans le monde, et notamment la France, qui, le 17 mars dernier, vous le savez tous très bien, a instauré le confinement de la population, qui a alors bouleversé nos modes de vie et nos habitudes de consommation notamment. En conséquence de ces bouleversements entraînés par la pandémie de Covid-19, il y a eu de nombreux rapports sur la meilleure façon de limiter les risques d'infection qui ont été communiqués, là encore, par différents canaux de communication tels que les réseaux sociaux ou même les grands médias nationaux. Ils ont été accompagnés d'un grand nombre de fake news, parmi lesquels le fait que les porteurs de lentilles de contact étaient plus à risque de développer la maladie Covid-19, que certains matériaux de lentilles de contact étaient potentiellement plus risqués que d'autres, et que les porteurs devraient cesser de porter leurs lentilles de contact au profit des lunettes afin d'être mieux protégés. On va voir ce soir dans quelle mesure ces affirmations sont vraies, sont-elles basées sur des preuves, existe-t-il réellement un risque plus élevé de contracter la Covid-19 lorsque l'on porte des lentilles de contact, et en tant que professionnel de la contactologie, comment démêler les fausses croyances des vraies preuves suite au déconfinement et la reprise progressive de l'activité en cabinet d'ophtalmologie et la réouverture des magasins d'optique, comment reprendre l'activité contactologie post-Covid-19. Afin de répondre à ces questions, il est important de comprendre ce qu'est le coronavirus et comment il se transmet dans un premier temps. Donc, le coronavirus, qu'est-ce que c'est? D'un point de vue scientifique, on distingue vraiment le virus de la maladie qui l'entraîne. Le terme coronavirus désigne la famille de virus. Corona signifie couronne en latin. Cette famille est appelée ainsi car elle apparaît sous forme de couronne lorsqu'on l'observe au microscope électronique.
Le virus s'appelle, lui, le SARS-CoV-2 pour syndrome aigu respiratoire sévère de coronavirus. 2, car le Comité international de taxonomie des virus a choisi de le rapprocher pour la conscience collective du SARS-CoV à l'origine de la pandémie de SRAS de 2002 à 2003. La maladie qui l'entraîne, ce virus SARS-CoV-2, chez l'homme est appelée Covid-19 pour corona, virus, et disease, maladie en anglais, et 2019, année de son apparition. Les signes de la maladie de Covid-19, globalement, ont été clairement relayés par tous les médias, donc je pense que vous les connaissez tous très très bien. La fièvre pour 87%, la toux sèche pour 67%, la fatigue dans 38% des cas, etc., jusqu'à potentiellement des conjonctivites aussi qui peuvent apparaître, suivant les études qui sont apparues là très récemment, ça peut être de l'ordre de 0,8% à 3%. C'est pour ça que je vous ai fait apparaître le 3%, car c'est la fourchette haute des signes qu'on peut déterminer lorsque l'on a la maladie de Covid-19. Attention, ça ne veut absolument pas dire qu'une conjonctivite isolée évoque systématiquement la maladie de Covid-19. Il faut savoir que les symptômes rares sont presque toujours en plus, c'est-à-dire associés aux symptômes principaux que sont la fièvre, la toux et la fatigue, ce qui est le cas de la conjonctivite. Mais alors, comment se transmet-il d'une personne infectée à une personne saine? Le SARS-CoV-2 se propagerait, d'après la revue de la littérature, principalement de personne à personne par transmission de gouttelettes respiratoires. Une personne infectée produit des gouttelettes contenant le virus viable et les relaie en éternuant, en toussant ou en expirant. Les gouttelettes peuvent alors entrer en contact avec le nez, la bouche, les yeux ou les voies respiratoires supérieures d'une autre personne par 3 voies principales importantes. La première est la transmission aéroportée, comme vous le voyez sur le schéma. En cas de contact étroit entre 2 personnes, on estime que le contact étroit, ça peut aller de 1 mètre à 8 mètres. 8 mètres, c'est la distance maximum de projection d'un éternuement. La seconde, c'est une transmission par contact direct, comme lorsque l'on éverse la paupière d'une personne infectée, par exemple, et que la main du praticien, de l'adaptateur, va donc être contaminée par cette paupière infectée et qu'elle va alors toucher une partie du corps, donc du visage ou une autre zone à risque qui peut faire intégrer le virus chez la personne saine. La dernière source du coup de transmission est une transmission par contact indirect où une personne infectée touche une surface qui est ensuite touchée par le praticien, par l'adaptateur. Cette dernière voie est due au fait que le SARS-CoV-2, comme les autres coronavirus d'ailleurs, peut survivre pendant plusieurs heures dans des environnements inanimés. Exemple, votre porteur va venir s'accoler sur votre lampe à fente lors du contrôle lentille de contact et va éternuer ou expirer très fort et donc expirer des gouttelettes qui vont être projetées sur les différents boutons et mécanismes de votre lampe à fente que vous allez toucher en suivant. Les manifestations oculaires, on sait bien, elles sont assez rares, mais possibles chez une personne souffrant de Covid-19. Mais alors, qu'en est-il de la transmission par la sphère oculaire ou même le port de lentilles de contact? C'est là qu'on va mettre en avant, du coup, le rapport entre coronavirus et le port de lentilles de contact, et notamment la rumeur largement diffusée par certains médias et sur les réseaux sociaux, voulant que le port de lentilles soit dangereux et plus à risque de contracter la maladie de Covid-19. Est-ce que cette rumeur et cette affirmation est fondée? J'ai fait une petite revue de la littérature là, avant de préparer cette présentation pour m'en assurer et du moins pouvoir reprendre la contactologie suite au déconfinement. Et donc, cette revue de littérature actuelle est basée sur les dernières études scientifiques qui ont pu publier et montrer que, dans un premier temps, le SARS-CoV-2 n'est que rarement isolé dans les larmes et testé de manière positive versus les tests qui ont été faits sur les mucoses nasopharyngées. J'ai pour mémoire une étude qui montrait que, en gros, sur une dizaine de patients positifs à la maladie de Covid-19, globalement, les tests sur les muqueuses nasopharyngées étaient positifs et qu'il n'y en avait que dans
2 des cas sur 10 étaient testés positifs sur les larmes. De plus, la fréquence de survenue de conjonctivite chez les personnes infectées de la maladie de Covid-19 est de 3%, voire inférieure, c'est-à-dire considérée comme faible. La muqueuse conjonctivale et les larmes ne sont pas considérées comme une porte d'entrée privilégiée par le coronavirus pour l'infection de la sphère pulmonaire et le risque de transmission du SARS-CoV-2 par les larmes. Le SARS-CoV-2 se propage principalement de personne à personne par le biais de gouttelettes, donc encore une fois, expirer, éternuer ou tousser. Étant donné que les porteurs de lentilles de contact doivent toucher leurs yeux lors de la pose et du retrait, il est compréhensible que ça ait été envisagé comme une possible voie d'entrée de la contamination. Néanmoins, l'enveloppe lipidique du virus peut être émulsifiée et du coup le virus peut être inactivé et tué par des tensions actives telles que ceux présents dans un sable savon, ce qui empêcherait toute transmission du virus. Or, il a toujours été expliqué, bien avant la pandémie de Covid-19, aux porteurs qu'un lavage de mains était essentiel avec de l'eau et du savon et devait être fait de manière soigneuse, c'est-à-dire pendant au minimum 20 secondes avant toute manipulation. Et ça, c'est clairement une condition non négligeable de tout porteur de lentilles de contact avant de placer ses lentilles de contact sur les yeux. Donc, on en arrive à la conclusion, et c'est les experts qui le disent, les plus grands experts de la contactologie au monde, qui disent que le port de lentilles de contact n'est pas plus dangereux ou à risque de contracter la maladie de Covid-19 qu'un non-porteur, et actuellement, aucune preuve dans la littérature n'a pu le démontrer. Nous sommes donc en face d'une fake news disant que les lentilles de contact seraient plus à risque. Ça, encore une fois, c'est vrai à un instant T, mais globalement, il y a eu énormément de papiers là, ces derniers temps, ces dernières semaines là-dessus, et rien n'a pu montrer que c'était vrai. Étant rassuré quant au fait du risque préconisé sont respectés, il est néanmoins indispensable de mettre en place certaines mesures sanitaires préalables à la reprise de la contactologie, tant en cabinet d'ophtalmologie qu'en suivi dans un magasin d'optique. Il est donc conseillé, dans un premier temps, et toute reprise préalable à la contactologie au niveau des installations sanitaires, c'est d'afficher les consignes des gestes barrières sur la porte ou clairement en salle d'attente, sur la porte du box d'adaptation lentilles. Même si celles-ci, globalement, ont été ressassées et semblent avoir été intégrées par le plus grand nombre de patients qui se présentent au cabinet d'ophtalmologie comme dans les magasins d'optique, il est essentiel de continuer à faire passer ce message pour qu'il soit réellement intégré. Deuxième point, la protection globale des employés doit être indispensable, que ce soit, encore une fois, en cabinet comme en magasin d'optique. Au cabinet d'ophtalmologie du Palais Gallien, où j'exerce qui ont été installés à l'accueil afin de protéger les secrétaires et lorsqu'un patient se présente à l'accueil, une désinfection des mains au gel hydroalcoolique est demandée. Alors, ce n'est pas forcément proposé, c'est systématiquement demandé et le patient doit le faire avant de fournir sa carte vitale ou quoi que ce soit. La salle d'attente, et ça c'est le troisième point, a elle également été allagée. Grosso modo, vous le voyez sur l'image, des places assises ont été condamnées afin de faire respecter la distanciation sociale. Et tous les magazines en fait, qui étaient à disposition des patients ont été retirés pour pas qu'il y ait de transmission par contact indirect. Quatrième point, c'est la protection des adaptateurs. Elle aussi, elle est indispensable, alors que ce soit adaptateur, contactologue comme praticien en règle générale, pour les ophtalmos en règle générale. Les lampes à fente ont été équipées de plexiglas qui ont été fournis par le fournisseur de la lampe à fente en elle-même. Et un équipement de protection individuelle doit être porté par chaque praticien ou adaptateur. Il comporte globalement un masque et une blouse, encore une fois,
au cabinet d'ophtalmologie du Palais Gallien. Je sais que certains praticiens mettent aussi des gants. Les ophtalmologistes, voilà, sur les mains. L'utilisation de mouchoirs et de dosettes type fluo, sérum de fille à usage unique est plus que recommandé. Il faut également éviter tous les gestes réflexes et mécaniques, se toucher le visage, les cheveux ou les vêtements, tout ce qu'on peut faire sans y penser. Là, il faut être beaucoup plus de manière mécanique, robotique, se forcer à ne rien se toucher. Moi, j'ai fait cet effort dans un premier temps en me disant qu'en fait, à chaque patient, je considérais que j'avais les mains pleines de peinture et du coup, il fallait surtout pas que je me touche, ni que je touche mes vêtements. Et il fallait systématiquement que je me lave les mains, je me désinfecte les mains avant de pouvoir le faire. Alors, petite astuce qui me vient du docteur Cornu, praticien au cabinet d'ophtalmologie du Palais Gallien. Afin d'éviter de faire vos observations en apnée à cause de la buée qui pourrait se former, se créer sur les oculaires du fait du port du masque, n'hésitez pas à coller un petit bout de sparadrap sur le haut de votre masque et ça diffuse en fait la buée sur le côté. Pareil, évitez de croiser les élastiques parce qu'au final, ça vous permet de, en effet, chasser plus facilement la, la buée, l'expiration, mais auquel cas, ça permet aussi de projeter des gouttelettes de manière plus importante dans l'espace. Cinquième point, et non des moindres, c'est la désinfection intégrale aussi du matériel. Tout ce qui est lampe à fente, tonoref, clavier, souris, autoref, même le siège du patient, on en a même à nettoyer le siège où le patient s'est installé, ainsi que les poignées de porte et les mains entre chaque patient est fait rigoureusement. Ça peut prendre quelques minutes supplémentaires, mais ça a été anticipé aussi dans la consultation, dans la préconsultation. C'est donc indispensable. Et sixième point, le fait de bien ventiler, de bien aérer régulièrement la salle de consultation et d'autant plus la salle de consultation de contactologie. Ou lorsque le temps le permet, lorsque le temps extérieur le permet, c'est le cas actuellement de consulter la fenêtre ouverte. Deuxième point, dans l'organisation préalable de la reprise de la contactologie, c'est la prise de rendez-vous en elle-même. Sociale, c'est pourquoi dans un premier temps, on a fait le choix d'augmenter la durée de rendez-vous contactologie qui était avant la pandémie de Covid-19 de 20 minutes par patient. Elle est passée à 30 minutes afin de prendre le temps tout simplement de considérer les états porteurs lui-même, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. On plaçait les lentilles sur le porteur et on contrôlait en suivant. Là, c'est vraiment dès le premier essai le porteur qui va placer les lentilles sur ses yeux, mais aussi de prendre en compte les différentes questions inhérentes au Covid-19, justement, au fait de porter des lentilles alors qu'on est encore en état de pandémie, ou tout simplement au port de lentilles de contact en lui-même. Deuxième point, on a réduit le nombre de rendez-vous contactologie dans une journée, voire dans une demi-journée. On est passé globalement de 12 rendez-vous par demi-journée à 6 rendez-vous par demi-journée. Ça nous permet d'éviter que les patients se croisent en salle d'attente et également qu'ils stagnent en salle d'attente et du coup de potentialiser la transmission de la Covid-19. Troisième point, c'est 3 consignes qui doivent scrupuleusement être respectées lors des rendez-vous. C'est le port du masque obligatoire pour chaque porteur ou futur porteur qui vient se faire adapter. Pas d'accompagnant autorisé, si ce n'est un seul accompagnant autorisé si jamais le porteur ou le futur porteur adapté, le patient, a moins de 16 ans. Et surtout d'arriver à l'heure. Globalement, si les patients arrivent trop en avance, on les laisse patienter à l'extérieur du cabinet, on leur demande de ressortir du cabinet et ils ne reviennent s'installer en salle d'attente qu'à l'heure précise de leur rendez-vous. Et s'ils sont en retard, malheureusement pour eux, on ne pourra pas faire comme avant où on s'arrangeait un petit peu à l'intercaler entre 2 rendez-vous. On lui demande de reprendre rendez-vous, encore une fois, pour éviter que les porteurs ou les patients se télescopent en salle d'attente.
Quatrième point, on a établi vraiment le principe de précaution, c'est-à-dire qu'en cas de doute sur l'état de santé d'un porteur, certains essayent de filouter un petit peu, de pas forcément dire qu'ils ont de la fièvre ou qu'ils ont une toux anormale ces derniers temps. Si jamais on le met en lumière, hop, on arrête le rendez-vous de suite et on reporte le rendez-vous à 15 jours, histoire de s'assurer que la personne n'est potentiellement plus contaminée. Une fois qu'on a vu du coup toute l'organisation préalable à la reprise de la contactologie, on va maintenant aborder l'aspect beaucoup plus pratico-pratique de la reprise de l'activité contactologie, en commençant par la gestion des adaptations en cours. Les adaptations encore juste avant le confinement ont toutes été suspendues jusqu'au déconfinement, c'est-à-dire globalement durant 55 jours. Le cabinet d'ophtalmologie a été fermé pendant 55 jours, il ne restait que des plages de consultation d'urgence qui ont été traitées par les ophtalmologistes en eux-mêmes. Donc la contactologie a été mise de côté durant 55 jours. Il a donc fallu rappeler tous les patients en cours d'adaptation, ce qui a permis de renouer le contact, déjà dans un premier temps, de faire un point sur la santé du patient, savoir s'il a été impacté ou pas. C'était très important et les patients étaient très contents de savoir qu'on se souciait de ça, de savoir aussi si du coup ils étaient à risque de contamination et auquel cas on leur demandait de différer leur prochain rendez-vous. Ce fut également un bon moyen de les informer des nouvelles consignes en vigueur dans le cabinet, les consignes que je vous ai énumérées juste avant, c'est-à-dire bien porter le masque, de ne pas venir avec un accompagnant et d'arriver à l'heure, et de faire le point sur leur adaptation qui était en cours, notamment pour les presbytes qu'on était en train d'adapter en lentille souple multifocale, de voir si la correction allait en vision loin, en vision de près, et potentiellement d'anticiper en fait le prochain contrôle, telle une téléconsultation vraiment de manière très très subjective sur leur ressenti de l'adaptation en cours. Et globalement, suite à cet entretien, des rendez-vous de contrôle leur ont été fixés au plus vite. Deuxième point, les adaptations lentilles bimensuelles et mensuelles, du coup, qui étaient en cours avant le confinement, ont fait l'objet d'une recommande systématique avant le contrôle. Bien évidemment, la date de péremption ou d'utilisation, tout du moins, était dépassée. Donc, plutôt que de leur mettre un rendez-vous de contrôle, on a d'abord soit renvoyé des ordonnances de lentilles d'essai, soit recommandé directement au cabinet les lentilles d'essai que les patients sont venus chercher là, depuis le début du mois de mai pour les essayer, et en suivant, on leur a donné leur rendez-vous de contrôle. Globalement, dans les contrôles en eux-mêmes, que ça soit pour un porteur en cours d'adaptation comme pour une première adaptation, toutes les étapes de contrôle ou d'adaptation sont les mêmes qu'avant la pandémie de Covid-19. C'est-à-dire tout ce qui est retour subjectif, acuité visuelle, centrage de la lentille, mobilité, mouillabilité, version des paupières, contrôle fluo et j'en passe. Tout ça, ça reste inchangé. Néanmoins, la protection en plexiglas qui a été adaptée sur la lampe à fente ne facilite pas forcément tous les mouvements et encore moins l'instillation de la fluo. C'est pourquoi la SFOALC préconise l'instillation, et pour éviter ce contact direct avec le patient, donc la SFOALC préconise d'instiller debout face au patient la fluo en laissant tomber la goutte dans la paupière inférieure et en ne touchant pas le patient avec l'unidose. Il est bien évidemment de bon ton d'utiliser des unidoses à usage unique. Quatrième point, après chaque contact avec le patient, il faut impérativement se désinfecter les mains à la solution hydroalcoolique et désinfecter tout le matériel qu'on a pu toucher avant de se désinfecter les mains. Si jamais un nouvel essai, et ça c'est le cinquième point, en lentilles souples, notamment si vous avez accès à des banques d'essais, si vous avez des tours d'essais lentilles des différents laboratoires, notamment pour les adaptations en lentilles multifocales, si un essai nécessite de refaire une petite adaptation, il est nécessaire que ce soit le patient qui manipule lui-même. C'est-à-dire que vous allez chercher la lentille dans la banque d'essai, vous lui proposez, vous nettoyez bien, vous désinfectez bien le blister avec une lingette
antiviruside avant de lui tendre, et c'est le porteur lui-même qui va mettre la lentille. Avant la pandémie de Covid-19, on avait l'habitude au cabinet de directement, pour ne pas perdre de temps, placer les lentilles sur le porteur, et une fois que l'adaptation était finie, d'apprendre la manipulation au porteur. Là, on a changé le fusil d'épaule, encore une fois, pour limiter les complications et surtout la transmission probable de la Covid-19. C'est-à-dire que c'est dès le premier essai, dès le premier rendez-vous, c'est le porteur lui-même, le futur porteur, qui apprend la manipulation et à se placer les lentilles lui-même sur les yeux. Sixième point, c'est le fait que la reprise des adaptations en cours avant le confinement a été aussi un bon moyen, le bon moment idéal de refaire un point sur l'hygiène avec son porteur et notamment de s'assurer qu'il respecte bien les préconisations de manipulation et d'entretien. Les porteurs sont beaucoup plus sensibilisés à la nécessité d'avoir une hygiène irréprochable actuellement, donc profitez-en pour faire passer vos messages et appuyer les différentes consignes d'hygiène et de manip. On reviendra là-dessus à la fin de la présentation où on refera un point dessus. Pour toutes les nouvelles adaptations requises ou nouvelles demandes d'adaptation depuis la fin du confinement, depuis la reprise d'activité en cabinet ou en magasin d'optique, il a également fallu adapter la conduite à tenir. Premièrement, et premier point, en évitant toute nouvelle adaptation inutile. En effet, toute nouvelle adaptation ou nouvelle demande sans réelle motivation du patient, le typique je voudrais essayer mais je ne sais pas trop, juste pour voir, a été invité à revenir au cabinet et à prendre rendez-vous un peu plus tard, une fois que la pandémie sera bien nettement inférieure ou du moins éradiquée, et que sa décision sera mûrement réfléchie et que c'est pas juste pour le fun, juste pour voir, juste pour essayer. Priorité a également été donnée aux adaptations les plus pertinentes, tout ce qui est kératocone, post-greffe, lentille sclérale, besoin pour des pathologies de cornée de tout type pour lesquelles les lentilles sont vraiment indispensables. Tout ça, ça a été une grosse priorité et on les a mis dans les premières adaptations à réaliser depuis la fin du confinement. Toutes les adaptations d'ordre un peu plus esthétique des lentilles de contact qui peuvent être portées en supplément des lunettes sont passées en second lieu. Deuxième point, ponctuellement, choix a également été fait de privilégier les adaptations en lentilles journalières jetables et en lentilles rigides perméables au gaz, car on sait, des études antérieures ont montré que c'était moins sujet à risque de complications. Pas moins sujet à risque de contamination mais, par la Covid-19, mais vraiment moins sujet à complications sous lentilles de contact. Donc pour s'assurer un petit matelas et éviter qu'on ait des retours là-dessus, on a préféré adapté en lentilles journalières et lentilles rigides, si bien évidemment la demande avait été faite et le cas nous le permettait. Une rigueur particulière est tenue dans l'utilisation des boîtes d'essai en lentilles rigides qui peuvent être nécessaires durant chaque nouvelle adaptation. Même si l'on sait que les produits de nettoyage et de désinfection intensifs type Menilab ou Tecline agissent totalement contre le coronavirus, force est de constater que le caractère réutilisable interporteur est susceptible d'augmenter le risque de transmission. Si ça vous est possible, évitez donc ponctuellement leur utilisation. Si cette option ne vous est pas envisageable, remplissez scrupuleusement la fiche de suivi des utilisateurs. Chaque utilisateur qui essaye une lentille de contact de votre banque d'essai de lentilles rigides doit être suivi et noté vraiment sur une fiche répertoriant tout ça. Et en cas de doute, si jamais vous avez un doute quant à une potentielle transmission, une potentielle infection de cette lentille qui a été essayée, n'hésitez pas à jeter la lentille de contact et à recommander auprès de votre laboratoire préféré. Il est également indispensable, durant l'essai in situ, lorsque vous demandez au porteur de mettre ses lentilles et que vous le laissez patienter pendant une demi-heure, une heure, voire quelques heures, suivant le type de lentille de contact que vous essayez, une fois la lentille posée sur l'œil, de faire patienter le patient à l'extérieur du cabinet.
et de lui donner un horaire fixe de retour. Encore une fois, c'est pour éviter que les gens se rencontrent, se côtoient en salle d'attente. Plutôt que de dire d'ordinaire, on se revoit dans 1 heure ou dans 2 heures, vous donnez bien un horaire précis, typique, on se revoit à 16h45, pas avant, pas après, c'est vraiment à ce temps-là qu'il faut revenir. Voilà, ça permet vraiment d'éviter qu'il y ait trop de monde en salle d'attente. 5e point, c'est le fait d'avoir une rigueur particulière dans la prescription, qui doit être maintenue. Ce qui était déjà fait en temps normal, mais ce qui doit être encore plus appuyé et notamment le fait de remettre, les fiches de conseils manipulation et d'entretien. Ça va permettre en fait d'appuyer, votre discours oral et d'être sûr que, votre, nouveau porteur, comme ancien porteur, si jamais il a pris des mauvaises habitudes, ait un support papier pour s'y référer. Maintenant qu'on a vu quels étaient les conseils pratico-pratiques pour reprendre la contactologie, il est très important de refaire un point sur les différentes règles d'hygiène et de manipulation qui sont à donner aux porteurs de lentilles de contact, qu'ils soient encore une fois néo-porteurs comme anciens porteurs. Globalement, on s'est rendu compte là avec cette période de pandémie de Covid-19 que la population française était très à l'écoute des règles d'hygiène mises en place actuellement et qu'elle est très enclin aussi à les respecter. Donc c'est vraiment la période idéale pour faire intégrer les bonnes règles d'hygiène aux porteurs, nouveaux comme anciens. Dans un premier temps, il va être très important de bien expliquer aux porteurs que le lavage de main doit se faire avec de l'eau et du savon. Je pense que vous avez été nombreux par le passé à voir simplement les gens directement prendre leurs lentilles pour les enlever ou les mettre, ou voir juste passer les mains sous l'eau. Là, faut bien leur faire prendre conscience que c'est 20 secondes avec de l'eau et du savon et de les sécher impérativement avec une serviette en papier à usage unique, histoire de ne pas se laver les mains avec un vieux torchon, bouillon de culture de tout un tas de virus et de bactéries qui restent en suspension dessus. Vous avez les photos en haut à droite là qui vous montrent des photos qui sont tirées d'une étude du Center for Ocular Research of Education, donc le CORE, qui illustre parfaitement l'importance d'un bon lavage de main avant manipulation de lentilles. Globalement, vous avez les deux photos du haut. La première photo, la 2A, en fait, c'est tout simplement une main qui a été plongée dans une boîte de pétri sans s'être lavé les mains. On voit qu'il y a une prolifération qui est quand même globale des bactéries et une infection du coup de cette boîte. La deuxième photo, la 2B, montre une lentille de contact qui a, elle, été manipulée avec des mains qui n'ont pas été lavées et qui a été déposée dans cette boîte de pétri. Vous vous rendez compte que globalement, il y a une infection majeure, il y a une diffusion majeure des bactéries. Et au contraire, quand vous regardez les photos 2C et 2D, on se rend compte sur la photo 2C que suite à un bon lavage de main et le fait d'avoir posé ses doigts dans la gélose, il n'y a pas forcément de contamination plus importante que ça. Il y en a une en effet, mais pas plus que ça. Et la 2D, c'est une lentille de contact qui a été posée dans la gélose suite à un bon lavage de main. Et là, réellement, la contamination est minime. Donc ça, c'est une image qui est bien parlante et que vous pouvez éventuellement montrer à vos porteurs pour se rendre compte que ce qui n'est pas visible peut l'être passé un certain moment sans avoir effectué l'hygiène comme il fallait. Deuxième règle d'hygiène très importante, c'est qu'il faut nettoyer scrupuleusement les lentilles de contact avec la solution d'entretien adaptée. Il faut bien masser et rincer les lentilles de contact au retrait avec de la solution neuve. Lors de la pose, rincer l'étui des lentilles de contact avec de la solution d'entretien et laisser sécher à l'air libre, non pas vers le haut, mais l'étui à l'envers sur une serviette propre, une serviette en papier propre, pour que le reste du produit vienne bien s'écouler. Lorsque vous allez retirer vos lentilles, enfin votre porteur va retirer ses lentilles, il est très important de remplir l'étui avec de la solution neuve entièrement renouvelée. Ne surtout pas faire la technique du topping off. La technique du topping off, c'est ce qui consiste à simplement rajouter un tout petit peu de produit qui s'est éventuellement évaporé pendant la journée et qui manque le soir au retrait. C'est comme se relaver dans une eau de bain dans laquelle on s'est lavé la veille.
Ça ne se fait pas et c'est pareil, ça peut potentiellement être un bouillon de culture parce que le principe actif du produit d'entretien a déjà fait effet la veille. Et dernier point, l'étui doit systématiquement être renouvelé à chaque flacon neuf. On essaye de faire comprendre aux fameux collectionneurs, vous savez, ces porteurs de lentilles qui en portent depuis 20 ou 30 ans et qui vous expliquent que vous n'étiez pas encore né, qu'ils en portaient déjà, et qui ont toujours le même étui qui est un peu jaunâtre avec des traces marronasses, que bah, s'il y a un étui en plus du produit dans chaque nouveau flacon, c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il faut le changer absolument. Troisième point, et non des moindres, c'est qu'il est très très important de faire prendre conscience à son patient, à son client, que si vous êtes en magasin d'optique, que le respect de la fréquence de renouvellement des lentilles est essentiel. Au même titre qu'on ne va pas remanger dans une assiette en carton à usage unique, qu'on ne va pas réutiliser un coton-tige, ou encore moins remettre les sous-vêtements de la veille, même si certains l'ont très certainement fait durant la période du confinement, on ne réutilise surtout pas une lentille journalière. On la jette après utilisation. Il faut bien communiquer aussi sur le fait qu'il faut toujours avoir des lentilles d'avance pour assurer la fréquence de renouvellement. Ça évite clairement à votre porteur de continuer à porter ses lentilles 2 mois au lieu d'un, et d'attendre bêtement avec sa lentille qui est usagée, sa consultation de renouvellement pour avoir une nouvelle ordonnance, ou d'attendre avec une lentille encore une fois usagée, la réception de ses lentilles chez l'opticien lorsqu'il a affaire à des lentilles de fabrication qui peuvent mettre 2 à 3 semaines de délai à arriver en magasin d'optique. Les lentilles à renouvellement 15 jours, donc bimensuel, mensuel ou même supérieur, trimestriel ou annuel, doivent systématiquement et bien évidemment être entretenues avec les produits adéquats que vous leur aurez prescrits. Quatrième point, qui va clore un petit peu ces rappels d'hygiène aux porteurs, il est bon aussi de rappeler qu'il ne faut surtout pas faire de contact avec l'eau du robinet, de la douche, de la mer, de la piscine, avec ces lentilles de contact, qu'il ne faut pas porter ces lentilles de contact la nuit, qu'il faut systématiquement les retirer. Et qu'il ne faut pas faire de port si on est malade, notamment lorsqu'on a une infection sur la sphère ORL. On dépose ses lentilles, on les décontamine, on attend que l'infection soit passée et on reprend le port progressivement plus tard. Si jamais on a un doute, eh ben, on jette la lentille souple, on jette l'étui, on jette le produit, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas eu de contamination croisée entre ces 3 éléments. Ces différentes règles d'hygiène et de manipulation peuvent être toutes nouvelles pour certains porteurs, qu'ils soient encore une fois néo-porteurs comme anciens porteurs. Il est vraiment important de renforcer ces recommandations orales avec des supports techniques papier. J'ai l'habitude de dire souvent à mes porteurs que le premier rendez-vous, c'est un peu comme moi lorsque je vais chez le garagiste. J'y connais rien en mécanique, je me souviens souvent du prix et de ce qui était cassé et tous les conseils, etc. Ça m'est un peu passé au-dessus parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup trop de nouvelles informations. LCS a fait des supports papier qui sont très très bien expliqués, notamment beaucoup d'autres labos l'ont fait. Il a fait tout ce travail-là pour vous, donc utilisez les supports techniques pour que votre porteur tout simplement s'y réfère si jamais ils ont des trous de mémoire sur tous les conseils que vous avez pu leur donner, et souhaite reprendre les différentes étapes de manipulation et d'entretien et d'éviter justement qu'ils prennent des mauvaises habitudes parce qu'ils ont tous un tonton ou une tante qui porte des lentilles depuis 30 ans et qui éventuellement de temps en temps les met dans la bouche pour les nettoyer, etc. Donc potentiellement, ils vont avoir tendance à vouloir suivre ces conseils qui n'en sont pas, surtout pas. Donc le fait de remettre un support papier, ça appuie clairement votre discours. Il est également très important de rester disponible par téléphone ou par mail pour toute question. Au cabinet d'ophtalmologie du Palais Gallien, on a mis en place une adresse mail spécifique pour les lentilles de contact. Comme ça, si jamais il y a une question qui taraude le porteur, même après tous les conseils qu'on a pu lui donner à l'oral et les supports techniques qu'on a pu leur remettre, ils peuvent écrire un mail et on leur répond systématiquement dans les 24-48 heures, si ce n'est moins.
Ça leur évitera globalement d'aller chercher des informations qui n'en seront pas, qui seront des fake news, qui seront des mauvaises informations, avec des tutos, avec des vidéos des fois sur YouTube, expliquant comment mettre des lentilles et comment mal les mettre ou mal les entretenir. Donc, pour conclure, il est très très simple de vous rassurer, de rassurer vos porteurs sur le fait de porter des lentilles de contact. Ça repose en 5 points clés. Il existe actuellement aucune preuve scientifique, et je voulais montrer que les porteurs de lentilles de contact présentent un risque accru de contracter la maladie de Covid-19 par rapport aux porteurs de lunettes ou un non-porteur tout simple. Bien stipuler aux patients, s'ils ont un doute, d'aller systématiquement consulter leur ophtalmologiste pour toute question ou tout contrôle inhérent à leur lentille de contact. Deuxièmement, un bon lavage et un bon séchage des mains, s'il est fait de manière minutieuse, est réellement essentiel. Ainsi que le port et l'entretien correct des lentilles de contact. Il est essentiel d'assurer une bonne hygiène des lentilles de contact et de nettoyer régulièrement les lunettes avec de l'eau et du savon. Ces habitudes vont aider clairement les porteurs à rester en bonne santé et à justement ne pas venir consulter les différents cabinets d'ophtalmologie pour des complications avec leurs lentilles de contact. Troisièmement, aucune preuve n'a été faite disant que les lunettes, tout simplement ordinaires, les lunettes de vue, étaient plus protectrices contre la contamination de Covid-19 que des lentilles de contact, ou le fait de ne pas mettre de lentilles. C'est réellement les lunettes de sécurité ou les visières adaptées qui vont pouvoir jouer un rôle là-dessus. Quatrième point, que vous portiez des lentilles de contact, des lunettes, que vous n'ayez aucun besoin de correction visuelle, il faut bien faire comprendre, déjà vous-même en tant que praticien et aux porteurs, que vous devez éviter de vous toucher le nez, les yeux, la bouche, ou toute autre partie de votre visage si vous n'avez pas les mains lavées, conformément à toutes les recommandations qu'on a pu voir par le gouvernement français ces derniers temps, par l'OMS, même par le CDC aux États-Unis. Cinquième point, bien stipuler à vos porteurs que, comme toute infection, que ce soit de la sueur oreille comme ailleurs, il est vraiment préconisé d'arrêter temporairement le port de lentilles de contact le temps que l'infection se passe, et après de reprendre tranquillement le port. Donc voilà, ça c'est les cinq messages clés que vous pouvez faire passer à vos différents porteurs. C'est assez simple aussi de les afficher dans votre salle d'adaptation lentilles de contact, et ça permet en très peu de temps de répondre à pas mal de questions qu'ils pourraient avoir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère vous avoir éclairé sur le fait de reprendre votre activité contactologie suite au déconfinement et à cette pandémie de Covid-19. Je remercie particulièrement le docteur Robinet qui a pu relire cette présentation et m'apporter ses conseils avisés. Merci à LCS pour sa confiance, et je suis disponible du coup pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Merci Alexandre. Donc je vais laisser la main à Benoît Pelatan, modérateur de cette session, qui va relayer les questions à Alexandre, y répondre. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas par chat, nous allons les relayer dans l'instant. Voilà, Benoît, c'est à toi. Alors, bonsoir à tous. Donc, merci Alex pour ta présentation qui est assez claire et assez complète. Du coup, il y a quelques questions. La première de la part de Marina Barth qui demande est-ce que vous prenez la température aux personnes qui viennent consulter? Alors, on l'a fait dans un premier temps. Il s'est avéré que c'était pas forcément hyper fiable parce que c'était des thermomètres à distance. Globalement, on préfère poser la question aux différentes personnes, s'assurer qu'ils n'en ont pas par la verbalisation de la chose, sachant qu'on sait que la plupart des gens peuvent éventuellement prendre un médicament pour faire baisser la température avant de venir en consultation. On fait surtout appel au bon sens des personnes, sachant qu'on leur a répété, re-répété, et notamment lorsqu'on les a eus au téléphone avant de leur repositionner un rendez-vous de contrôle,
de ne surtout pas se présenter au secrétariat si jamais ils avaient de la fièvre. Donc non, on ne prend pas systématiquement la température avant chaque rendez-vous. Ok. Toujours de la part de Marina Barth, qui te demande justement, qui pose la question pour les retraits de lentilles post-sport par rapport à tes patients. Est-ce que ça ne te gêne pas dans l'observation et sur ton image fluo, notamment pour évaluer ton intégrité de ton Alors, cornet? si, c'est une très bonne question. Merci Marina Barth de l'avoir posée. Je t'en remercie. En effet, ça peut être une très bonne question parce que le patient n'étant pas encore très apte à pouvoir s'enlever ses lentilles de contact du premier coup, en effet, il peut mettre tout simplement un coup d'index, un coup de doigt sur sa cornée et entraîner des petites KPS de frottement. Néanmoins, ils sont assez identifiables parce ils sont entraînés, ils sont en large fente. Lorsqu'on fait une fluo, ils sont plutôt à la marge du limbe, donc on arrive globalement bien à se rendre compte lorsqu'on fait la fluo post-retrait que c'est dû à une manipulation qui a duré, voire un geste mécanique qui n'était pas bon, qui a entraîné cette défaillance, ce petit KPS qui a pu se montrer à l'image fluo. Si jamais on voit que réellement il y a un défaut, enfin la personne a du mal, est stressée, bien évidemment, on se met à manipuler pour elle, en se lavant bien les mains avant, après, en se désinfectant scrupuleusement les mains, après s'être lavé les mains. Mais ça n'arrive que dans de rares cas. Globalement, si on donne les bonnes indications, si la personne est motivée, il n'y a pas de problème particulier. Dans tous les cas, on se rend compte réellement qu'une personne peut bien retirer ses lentilles si déjà à la pose, elle n'a pas eu de soucis particuliers. D'accord, donc dans l'idée, c'est de limiter finalement la manipulation et de voir Ab- comment ça se passe, quoi. Absolument. Ensuite, tu as une question du docteur Collio qui demande comment laver l'étui de Clidiou, car la solution n'est que du sérum. Oui, en effet. Alors, l'étui de Clio, ben, en effet, un bon rinçage. On peut aussi utiliser ponctuellement pendant cette pandémie, éventuellement une solution multifonction pour laver l'étui. Le but du jeu, notamment sur les manipulations lentilles, avec des lentilles qui vont être lavées avec le Clio comme avec d'autres étuis, c'est réellement, si jamais on sent qu'on est potentiellement infecté, c'est d'arrêter le port de lentilles, Hmm. clairement. Ok. Du coup, pour enchaîner, moi j'ai une question notamment sur les solutions. Est-ce que ça t'a, justement, avec le Covid, est-ce que tu as changé ton raisonnement sur le choix de solutions? Est-ce que tu as limité par exemple les multifonctions pour passer plutôt sur l'oxydant ou du Clidiou par rapport à Oui, une efficacité plus prononcée? Est-ce que tu as aussi ajouté des surfactants pour justement apporter une action mécanique et notamment une action sur les lipides par rapport à, comme on sait que c'est une enveloppe lipidique sur le Covid pour justement faciliter la destruction du virus ou non? oui, absolument. Alors ça, c'est une très bonne question de ta part. En effet, ça a remis en cause aussi ma façon d'adapter. Pour les lentilles rigides, globalement, je préconise systématiquement un surfactant supplémentaire, donc plutôt un nettoyage en deux étapes qu'un nettoyage en une seule étape. Et pour les lentilles souples, j'étais déjà assez fan des produits oxydants, donc ça a trop rien changé en fait sur ma pratique. Je privilégiais déjà globalement les oxydants. Sauf si globalement il y avait besoin d'apporter une hydratation supplémentaire, auquel cas certains multifonctions avaient des produits hydratants qui marchaient bien. Ok. Dans la foulée, tu as une question de Marina qui te demande quelle astuce pardon, utilises-tu quand tu fais une réfraction pour ne pas que le réfracteur soit plein de buée? Alors, ça malheureusement, c'est tout simple, c'est l'astuce de bien leur demander de systématiquement pincer le nez au niveau du masque des différents patients. Ça, je parle des masques notamment chirurgicaux qui ont une petite bandelette métallique. Ça permet vraiment de plaquer et d'éviter que l'air sorte par-dessus. Sinon, c'est clairement le bout de sparadrap. On a des rouleaux de sparadrap au cabinet et on tend tout simplement le sparadrap aux patients, enfin un bout de sparadrap qui viennent coller sur le haut en fait du nez, sur l'arête, pour être sûr que ça plaque bien le masque tout en haut et que ça évacue bien la buée sur les côtés.
et ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Ensuite, tu as une question de Sébastien Noble qui te demande quel produit utilisez-vous pour nettoyer vos appareils? Certains produits peuvent être nocifs pour les instruments. Oui, alors on évite en fait de passer des produits trop détergents sur les lentilles, notamment les aspects, tous les équipements lentilles, ou du moins on a demandé aux fabricants, on utilise pas mal Nidec, Topcon sur nos autorefs. Et nos réfracteurs, on utilise tout simplement un produit désinfectant qui a été testé, qui est totalement apte. J'ai pas la marque en tête, mais qui a été À ce moment-là, fait et distribué. tu pourras me le remonter et on Bien sûr, ouais, passera, bien sûr. on le communiquera. Il faut juste faire attention pour compléter ce que tu dis. Sur les lingettes, si vous utilisez des lingettes ou autres produits, il faut bien qu'il y ait l'appellation justement contre les virus, ce qui n'est pas forcément le cas. Absolument. Euh, Marina qui demande peut-on mettre de l'antibuée dans les oculaires des lampes à fente? J'ai jamais essayé pour ma part. Marina, je te propose d'essayer et Ouais. de nous remonter ton résultat d'expérience. Moi j'ai une question justement par rapport à la fluo où tu disais c'est donc des unidoses. Donc tu utilises une unidose quand tu es en goutte par patient ou tu Ouais, la fais juste tomber la goutte. exactement. S'il n'y a pas de contact, on fait juste tomber la goutte et éventuellement on peut réutiliser l'unidose dans une certaine mesure. Sinon, c'est une unidose par patient actuellement en cas de pandémie. Après, je pense aussi à un petit conseil, ça peut être des fluos en bandelettes qui peuvent être intéressantes et peut-être plus économiques selon les pratiques. Euh, Je n'ai pas plus de questions pour le moment, et puis je pense que ta présentation était très complète. Donc je te remercie en tout cas, et je remercie à tout le monde Merci Benoît, merci à tous. de participer. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour l'antisclérale de nouvelles possibilités en AKS, que j'aurai le plaisir de présenter. Donc, tu as les remerciements de Sébastien Noble, entre autres, et des autres. Merci à lui. Ce sera mardi dans 15 jours. Même pour le moment, c'est même heure et même jour, donc le mardi à 20h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous en faire part. On remontera ça aussi à Alexandre. Alexandre, j'attends justement tes informations Bien qu'on va sûr. diffuser. Et puis j'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à nous suivre. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci à toi, Alexandre. Merci à vous. Merci à vous tous. Juste pour vous signaler que cette vidéo sera également retransmise sur notre site internet d'ici la fin de la semaine pour vos amis qui éventuellement n'auraient pas pu s'y connecter. N'hésitez pas à leur transmettre. Elle sera en libre accès sur notre site internet d'ici la fin de la semaine dans l'espace formation en ligne. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à dans 15 jours sur un thème de l'antisclérale développé par Benoît Pelatan. Merci à vous tous. Bonne soirée, au revoir.